Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle Lyoté de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle pour un nouveau numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Nous avons donc une nouvelle fois installé nos studios ici à la CCI pour une émission cette fois particulière parce qu'elle boucle la première saison de Business Class et parce que l'invité n'est autre que l'hôte des lieux, François Pélissier, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Toujours bien installé. Parfait. Parfait. Avant de commencer cet entretien, permettez-moi de saluer les autres partenaires de l'émission, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre régional des experts comptables et IDMC. Et je précise aussi que cette interview est réalisée grâce aux moyens techniques de Wise Vision. Elle sera diffusée sur le site de La Semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera également disponible sur les différentes plateformes de podcast et enfin fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire et dans le mensuel Éco Grand Est. François Pélissier, donc président de la CCI, mais avant d'avoir pris cette fonction, ce mandat, vous aviez eu une riche vie, j'allais dire, d'entrepreneur. Dans les années 90, vous aviez créé, puis cédé à British Telecom un cabinet d'ingénierie dans ce qu'on appelait à l'époque les technologies de l'information. Ça, oui. Les années 2000, vous étiez précurseur dans le domaine des énergies renouvelables avec Erelia, qui produisait de l'énergie éolienne et solaire, une activité que vous aviez vendue en 2008 à Engie. Dans la décennie 2010, vous aviez créé Techniwood, un des leaders de la production pré-industrialisée à base de bois, une activité revendue, cette fois en 2022. Vous avez aussi occupé des fonctions politiques, puisque vous étiez de 1995 à 2008 élu à la ville et à la métropole de Nancy, aux côtés d'André Rossineau. Vous aviez notamment en charge le développement économique, et vous avez été à ce titre adjoint au maire et vice-président du Grand Nancy. Et puis donc, bien sûr, depuis 2011, vous êtes président de la CCI, réélu 2 fois. Bref, un parcours assez impressionnant dans le domaine politique et institutionnel, j'allais dire. Alors, on va bien sûr parler de la chambre consulaire, François Pélissier, mais avant, un petit point sur votre métier, votre premier métier, entrepreneur. Ça y est, c'est une page qui est terminée. Je l'ai dit là, en 2022, vous avez revendu Techniwood. C'est derrière vous, l'entrepreneuriat? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est comme tout engagement, les gens ont une force à l'intérieur qui bout et puis il faut faire des choses. Ma vie, en fait, elle a reposé sur deux triptyques, en fait, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé pendant 30 ans, suite à des lectures que j'avais fait, quand j'étais plus jeune, j'avais 30 ans. Une première qui consistait à dire que une société était en équilibre quand il y avait trois domaines qui étaient bien positionnés: le domaine du politique, le domaine de l'économique et le domaine du philanthropique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme vision, plutôt que de travailler toute sa vie jusqu'à 60 ans uniquement dans le business, ou que de faire que de la politique, et puis après de se dire, tiens, je fais autre chose. J'ai pris la décision, dans ces années-là, de me dire, allez, 3 jours et demi par semaine, je vais faire de l'économie, je vais créer des entreprises, 1 jour et demi, je vais m'engager dans le sociétal, vous l'avez cité, un mandat avec André Rossineau, puis il restera une demi-journée pour le philanthropique, le monde associatif. Ça, c'est le schéma de départ. Schéma de départ. Prévu. Et avec des cycles, effectivement, 7 à 10 ans, et toujours sur une logique de vouloir démarrer à partir d'une feuille blanche. J'ai ce petit truc qui consiste à anticiper à 15 ans d'avance un peu les tendances de fond de la société. Parce qu'en ayant une vision dans ces 3 mondes-là, en fait, on a plein de capteurs qui vous remontent les choses, un peu à la mode George Orwell qui disait en fait l'expertise elle sert pas à grand chose, ce qui compte c'est la multiplicité des expériences et des relations pour bien comprendre le monde dans lequel on vit, capter les indices, les signaux faibles en fait. Et le deuxième triptyque c'était de se dire dans tout projet, pour qu'il ait vraiment du sens, il faut composer 3 mots-clés: technologie, nature, culture. Et ça c'était peut-être déjà un peu, j'allais dire, innovant à l'époque, précurseur, parce que cette alliance des 3... en fait, ce qui vous a peut-être permis justement, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, dans les années 90 de parler de TIC, on appelait ça TIC, de technologie de l'information et de la communication, donc vous étiez précurseur. Ensuite les énergies renouvelables, avant que ce soit la mode. Et je l'ai même décliné à la limite, par exemple, quand on a organisé les Jeux mondiaux des transplantés, la partie médicale très technologique, etc., la partie nature, bien-être, soins, et la partie culture, informer, sensibiliser, etc. Quand vous prenez ces 3 mots-clés et que vous les nourrissez vraiment d'un contenu et d'un sens,
vous engerbez pratiquement toute l'intelligence collective d'un territoire, d'une nation, d'un projet. Et ça devient une bombe. Et comme je l'ai décliné à la fois sur les énergies renouvelables, on faisait de la technologie, mais on rassemblait les hommes et les femmes pour construire un projet de territoire, ben on a été très rapide, c'était une vraie réussite. J'ai essayé de le faire aussi dans le monde du bâtiment. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Avec Techniwood? Avec Techniwood. Ouais, là, j'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que c'était un domaine que vous connaissiez moins? Ou... Parce qu'on était... quand vous partez d'une feuille blanche et que vous voulez effectivement avancer et jouer le rôle un peu de... pas de prophète, mais un petit peu de lampe, quoi. Vous avez un rapport au time to market qui est important. Dans les NTIC, bon, vos investissements, c'est quelques micros, du personnel, etc. Dans l'énergie renouvelable, quand faut investir sur les permis, etc. Donc c'est de l'ingénierie d'études. Dans le monde de l'industrie, il faut investir dans une usine. Et là, vous avez des millions qui s'envolent. Et pour faire tourner une usine, il faut tout de suite des dizaines de personnes. Donc mon time to market, il était calé pour 2014-2015, au moment où le gouvernement français, sur la construction durable, devait prendre de grandes décisions. Les normes devaient changer, etc. Et voilà, donc ça s'est pas passé du tout. Et vous voyez bien que la France a beaucoup de retard sur les autres pays européens. Et voilà seulement que maintenant, à cause des dérivés climatiques, à cause du carbone, on se dit, oulala, il faut qu'on rattrape. Et nos grands groupes qui étaient essentiellement dans le béton commencent aujourd'hui à faire de la mixité bois-béton. C'est maintenant que vous devriez c'est pour ça que la cession en fait de l'entreprise qui était quand même dans des situations waouh, il a fallu vraiment la financer, la porter à bout de bras. Mais c'est une belle réussite dans la mesure où l'histoire était juste au départ. Ça a pris plus longtemps que prévu, ça a consommé plus de cash que prévu, mais aujourd'hui c'est un grand groupe qui est en train de faire avec nos produits une logique de leader européen. Sur tous ces projets, c'est quoi qui vous a motivé? C'est le fait de partir de zéro, c'est le fait d'être précurseur, c'est le fait oui, un peu tout ça. Vous avez une force intérieure qui vous dit il faut faire quelque chose de bien, qui puisse vraiment avoir du sens, donc technologie, nature, culture. Il faut aller puiser dans le monde politique, dans le monde économique et dans le monde philanthropique, ce qui sous-tend ce projet-là en termes de durabilité, de sens. Et je pense que je suis plutôt dans cette logique de créativité en termes de leadership pour essayer de guider les gens, et que j'ai beaucoup moins de qualité dans la partie managériale, c'est-à-dire être patron d'un grand groupe, organiser le truc et me dire que pendant 30 ans, je vais être plutôt développeur, numéro un du même groupe, etc. C'est pas quelque chose qui correspond à ma personnalité. Donc moi, je suis plutôt dans le développement. Et vous retrouvez le même cycle en politique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait 2 mandats dans les équipes d'André Rossino, où je me suis bien éclété, oui, je vais pas vous faire 3, 4, quoi. La Saint-Nicolas, c'est bien, mais toutes les Saint-Nicolas, je vais pas être sur le perron de l'hôtel de ville pour accueillir Saint-Nicolas. À un moment donné, il faut faire d'autres expériences, quoi. On reviendra tout à l'heure sur cette expérience que vous avez eue avec le monde politique, parce qu'on reviendra sur justement la société civile dans le monde politique. C'est quelque chose que vous connaissez bien. On en reparlera tout à l'heure au cours de l'émission. Vous avez cité la philanthropie, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins de vous. Vous n'en parlez pas beaucoup, enfin vous ne le cachez pas pour autant, mais c'est quelque chose qui est-ce que c'est votre jardin secret Alors oui, depuis 30 ans, oui, j'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai considéré que alors vous avez plusieurs façons de faire de la philanthropie. Les gens qui sont intéressés par la culture, d'autres le sport, d'autres. Moi, j'ai plutôt œuvré dans la logique connexe à ma conviction chrétienne, qui était plutôt d'essayer de faire des projets qui avaient du sens au niveau social, au niveau pauvreté, etc. Et d'ailleurs, c'est certainement un des futurs projets d'entrepreneurs que j'entreprendrai là dans la nouvelle décennie qui va s'ouvrir. Là. Voilà, justement, parce que tout à l'heure vous disiez que vous n'aviez pas tourné la page définitivement de l'entrepreneuriat. C'est donc ce genre de projet dont vous vouliez... Non, c'est une force. La partie économique, repartir aujourd'hui à partir d'une feuille blanche pour créer une nouvelle start-up, il y a des sujets qui sont véritablement passionnants. Hein, l'intelligence artificielle qui arrive là aujourd'hui, les biotech, enfin, il y a plein de sujets, c'est extraordinaire. Je vais aussi pousser les enfants, d'accord, à s'engager. J'ai un très gros projet en Bourgogne, le domaine de l'abbaye de Mézières, où depuis maintenant plusieurs années, j'ai rénové totalement un complexe avec une ferme biodynamique, un espace forestier très intéressant, avec un hôtel, avec de l'événementiel. On a toujours le moulin, la chapelle, les caves historiques, on a refait une cuverie, on a replanté de la vigne. Donc là, c'est un très gros projet que la région Bourgogne met sur sa tête de gondole aujourd'hui au niveau international. On est dans le lancement, là. Mais toujours avec cette logique un peu philanthropique derrière, c'est-à-dire
l'équation monastique, c'était un tiers des revenus pour entretenir les bâtiments, un tiers des revenus pour l'équipe, puis un tiers des revenus pour l'aumône, en fait. Ouais. Et dans nos modèles de société aujourd'hui, en fait, il y a un système qui s'appelle l'État qui est censé s'organiser avec la solidarité et gérer cette pauvreté, mais en réalité, il y avait 30 millions de pauvres, il y avait 10 millions de pauvres il y a 30 ans, il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui en France, donc on voit bien qu'il faut qu'on se repose des questions de fond. Alors que si la philanthropie est inhérente à tout modèle de développement économique, je pense qu'il y a une justice sociale plus équilibrée dès le départ. Justement, c'est ce qui manque actuellement dans la société ou chez certains entrepreneurs. Ben on voit bien que la philanthropie américaine, elle est intéressante quand vous avez des Warren Buffett ou des Bill Gates qui disent pendant 30 ans, ils sont milliardaires à fond, mais alors milliardaires de chez tueurs, d'accord. Et puis quand ils arrivent à 65-70 ans, ils ont peut-être aussi des aspirations un peu spirituelles ou etc. En se disant mais qu'est-ce que je vais devenir avec tous ces milliards? Parce que honnêtement, vous gagnez 1 million, ça paraît super. Vous gagnez 10 millions, c'est encore bien. Vous gagnez 50 millions, ça commence à plus vouloir rien dire, d'accord. Vous êtes milliardaire, c'est complètement, ça n'a pas de sens. Donc moi j'ai préféré me dire non, c'est au fur et à mesure qu'il faut combiner ça. Je pense que c'est mieux. Et c'est une vraie des questions aujourd'hui de l'économie. Moi, je suis un entrepreneur, je suis libéral, démocrate chrétien. Je pense que si on a quelque chose à corriger dans l'environnement capitalistique, c'est certainement revenir à un capitalisme qu'on sentait plus il y a 30 ou 40 ans avec le système des coopératives ou des entrepreneurs qui investissaient sur leur territoire, plutôt que par moment un capitalisme financier totalement débridé. On le voit bien aujourd'hui, regardez, vous avez un CAC qui explose à plus de 8000 points, et on se dit, mais ça n'a pas de sens, quoi, par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport aux difficultés qu'ont les classes moyennes ou les classes plus faibles. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est décorrélé. Il y a une espèce de casino mondial qui fait des choses, des fiscalisations, des grands groupes qui payent à peine 10% d'impôts sur les sociétés, alors que les petits patrons dans nos territoires sont à 25, 30. Il y a un décalage là. Faut qu'on remette un peu la machine à l'endroit. Est-ce que vous parliez des enfants tout à l'heure? On a tendance à dire qu'actuellement chez les jeunes, justement, il y a cette volonté de cette recherche de sens, y compris chez les jeunes start-upers. C'est des choses que vous constatez également chez les gens chez les jeunes que vous croisez, chez les jeunes créateurs d'entreprises ou autres, ou est-ce que c'est la recherche du gain à tout prix, ou est-ce que c'est l'innovation à tout prix? Non, je pense que ce qui est intéressant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que je parlais justement de multiplier les échanges et connaître beaucoup de domaines. J'ai adoré faire ça pendant toute ma vie. Et je trouve qu'il y a un mot-clé qui rejoint maintenant la pensée un peu de tout le monde, c'est l'humilité. Si vous regardez les grands combats politiques, économiques, ou etc., il y a 30 ans, tout le monde avait son idéologie, son dogme, sa vérité. 30 ans plus tard, les résultats de l'éducation nationale, waouh, les urgences, on ne sait plus trop y aller. Dans l'économie, il y a des écartements aujourd'hui, on ne comprend plus, il y a eu des crises financières à répétition. En politique, franchement, la copie qu'on a aujourd'hui, ça fait un peu mal. Et donc tout le monde se dit, on doit pouvoir faire mieux, quoi. Donc il faut peut-être que j'écoute davantage l'autre, il faut peut-être que je fasse de l'intelligence collective sur les territoires, il faut peut-être qu'on travaille différemment. Ça me paraît être intéressant parce que c'est un petit peu ce que la jeunesse nous a renvoyé aussi comme image, d'accord. Et dans un premier temps, notre génération, par rapport à la jeunesse qui disait oui, mais moi, mes amis, mon équilibre de vie, etc., ça a été un choc au début, hein, génération X, génération Y, génération Z. Mais quand on y regarde bien, si on prend les gens avec intelligence, alors évidemment, c'est toujours une courbe de Gauss. Il y a toujours les 10% à gauche et les 10% à droite qui exagèrent et qui sont profiteurs, etc. Mais la grande majorité, moi, des jeunes que je veux, à partir du moment où vous les embarquez sur un projet qui a du sens, sur quelque chose qui donne une perspective, il y a une énergie invraisemblable. D'ailleurs, quand on les interroge, les études qui sortent montrent bien que c'est pas tant le temps de travail qui les inquiète, c'est plutôt une certaine forme de cohérence, quoi, de redistribution, de sens, de projet. Donc ça secoue un peu tout le monde. Ça secoue un peu tout le monde. Et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, dans les écoles de commerce, on les a peut-être un peu trop picousés il y a 20 ans en disant que c'était des beaux cerveaux et qui rentraient tous dans des grands groupes. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui cherchent au contraire à se réaliser personnellement, à trouver sur les territoires des PME, comment ça marche. Donc je trouve que c'est plutôt porteur. Maintenant, il faut que la société se réinterroge pour porter un projet collectif. Et c'est ça qui manque certainement le plus. Le communautarisme a quand même pas mal fait dévier beaucoup de gens. Des minorités aujourd'hui très agissantes sont capables de vous faire croire que leur vérité à eux est généralisée et ça se traduit pas dans les urnes derrière, d'accord? Donc il faut qu'on arrive à mobiliser toutes ces énergies. Alors ça, c'est les aspects positifs.
les aspects négatifs, c'est que on a une organisation aujourd'hui générale de gouvernance politique et économique qui est grippée, qui est complètement grippée, quoi. Moi, si je prends la Chambre de commerce aujourd'hui, je pense que le développement économique local, aujourd'hui, 80% du développement économique de nos territoires repose sur des décisions nationales, étatiques, voire européennes, hein, et que 20% aujourd'hui appartient à la qualité du développeur ou du tissu local. Et justement, les chambres, alors quel rôle là-dedans? Est-ce que c'est un échec, entre guillemets, des chambres consulaires qui n'ont pas réussi à prendre leur place, ou qui ont, alors vous allez me dire, de toute façon, voilà, on nous a coupé les ailes financièrement, etc. On va y venir sur la réforme des chambres, etc., sur ce que vous avez dû faire face à la baisse du budget, mais est-ce qu'il y avait une place à prendre et que finalement... Il y a une place, il y a toujours une place. Les chambres de commerce, vieille institution, plus de centenaire, etc. Le commerce, industrie, services, il y a les chambres des métiers, il y a l'agriculture. C'est un corps intermédiaire qui avait toute sa richesse pour rassembler justement les gens, avec quelque chose d'intéressant. Les chefs d'entreprise sont bénévoles. Il y a une structure. Je pense qu'au fil du temps, il y a 10 ans, c'était pas inintéressant de secouer un peu le système, voilà. C'est sûr, 160 chambres en France où en fait elles sont toutes un peu indépendantes. Il y avait un réseau, mais une petite mutualisation, quoi. Aujourd'hui, il faut quand même faire des services qui soient reproductibles, hein. Les entreprises sont installées partout en France, faut qu'elles aient le même niveau. Bon, le gouvernement a engagé une démarche dure, mais d'une démarche dure essentiellement financière. En gros, on nous a enlevé 70% de nos dotations en 7-8 ans. Moi, je défie n'importe quelle collectivité territoriale qui aujourd'hui se plaigne que leurs dotations baissent, de relever le défi, de produire leurs services avec 70% de dotation. Le budget est passé de combien à combien en Meurthe-et-Moselle? Ce qui est intéressant, la Meurthe-et-Moselle, par exemple, recevait 4 millions d'euros. Aujourd'hui, elle en reçoit un peu moins de 2. D'accord? Mais on est un peu particulier parce que j'ai anticipé avec les élus cette transformation en disant qu'il fallait absolument qu'on l'accompagne. Donc aujourd'hui, la Chambre de commerce, ça fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 260 collaborateurs, mais il n'y en a plus que 20 dans la holding publique. Hein, mon patron, c'est le préfet quand même. Hein. 20 dans la holding publique, et on a créé 7 filiales qui sont aujourd'hui totalement privées. Je ne peux plus mettre un euro de fiscalité dans le fonctionnement de ces filiales. Et ça donne un autofinancement à hauteur de 92%. Hein, 2 millions d'argent public contre 30 millions d'argent. On se débrouille. Dans 3 domaines principaux, formation, emploi, ressources, compétences. On est le premier pôle dans le Grand Est de formation. Tout ce qui est création d'entreprises, innovation, transmission, on a 20 000 m², on accueille 350 entreprises sur tout le département. Puis un pôle infrastructure, la plateforme multimodale à Champignol, l'aéropôle de Tomblaine. Voilà, ça c'est nos grands axes. Et le gouvernement ayant réduit considérablement les dotations, nous donne maintenant une lettre de mission. On a une convention annuelle et on a des objectifs. En fait, on devient plus que jamais le bras armé du ministère. Alors, ça permet d'avoir une ligne de tir. Là, je sais, par exemple, j'ai ma liste de courses là pour 2024. Hein, je dois faire 150 audits de sociétés, 130 pour les aider à se digitaliser. Voilà. Ça, c'est la commande du gouvernement. D'accord, ça c'est et pour ça, il nous donne une partie de ses subsides. Et c'est quoi, donc, en gros, vous l'avez dit, 20% en gros de votre chiffre d'affaires, enfin de votre budget? 8%, 2 millions sur 32. À 2 millions sur 32. D'accord. Okay. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de vision plus large en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec les chambres d'agriculture, qu'est-ce qu'on fait avec les chambres de métiers? Finalement, on pourrait s'appeler la grande maison de l'entreprise. Vous avez essayé à un moment donné de vous rapprocher de vos collègues de la Chambre d'agriculture et de la Oui, on a créé l'Acacia, voilà, superbe initiative ça avait de qui la marche. Gueule, sauf que maintenant, les chambres de métiers sont réorganisées de façon régionale, où il n'y a plus qu'une chambre régionale, puis après c'est des antennes. Les chambres de commerce ont eu un autre type d'organisation, les chambres d'agriculture aussi, donc c'est plus compliqué. Et on a multiplié dans les territoires en fait des outils, des organismes complémentaires. L'agence de Deveco, la région est venue, les communautés de communes ont récupéré la compétence économique. Les départements devant la perdre, mais certains départements ont fait un nez rouge en disant moi c'est pas une agence de développement économique, mais c'est une agence de développement touristique. Mais bon, ce qui fait qu'on a un millefeuille qui est pas toujours facile à vivre. Et je crois que l'intelligence collective dans les territoires, elle repose sur 2 mots-clés. Et ce matin, on a inauguré un nouveau bâtiment là, en cybersécurité qui reflétait exactement ces 2 mots-clés. Et on a été très vite. C'est la confiance et la délégation. Il faut bien s'entendre avec l'État, avec le patron d'une collectivité, avec un patron de syndicat professionnel, etc. Il faut qu'on travaille vraiment tous ensemble. Un climat de confiance.
Il y a un climat de délégation parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la dilution. En fait, on a dilué plein de compétences sur les territoires, au niveau politique, économique. Ce qui est qu'aujourd'hui, pour aborder un projet simple, il faut mettre 25 personnes autour de la table et on ne sait pas qui est franchement le responsable, quoi. Quand ça marche ou même quand ça marche pas. Alors que la délégation, en disant « tu fais ça », toi, tu fais ça. Un peu comme dans une équipe de sport où toi, tu es à l'attaque, moi, je suis en défense. Hey, on n'est pas tous devant, tous derrière. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des méthodes de jeu. On est loin encore de ça, justement, parce que vous l'avez dit. On est encore loin de ça. Les agences de développement, les chambres. Et je pense que pour financer toute cette dilution et cette organisation un peu quand même anachronique de nos territoires, on continue à creuser le déficit, on creuse la dette. Un jour, cette histoire va s'arrêter. Le problème, c'est de savoir aujourd'hui si elle s'arrêtera sans violence. Moi, c'est ma seule question sur l'avenir. On voit la montée des extrémismes un peu partout, on voit les tensions au niveau économique. Il y a des domaines qui surfent sur la réussite, il y en a d'autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Est-ce que pour vous, ça a été dur d'accepter, en fait, justement, lorsque vous avez pris la présidence de la Chambre, vous saviez les difficultés qu'avait un entrepreneur, justement, face à cette multitude d'interlocuteurs, et de ne pas avoir réussi finalement à résoudre le problème, parce que quand vous êtes arrivé, il a fallu réformer la Chambre et peut-être pas mener à bien les projets que vous aviez d'une chambre stratège qui pèse sur les grands choix. Et comme vous dites, maintenant vous êtes que le bras armé. Alors il faut quand même rester modeste et à sa place. Il y a la primauté du politique qui définit une vision, qui définit un projet de société, etc. Moi, en tant que président de Chambre, je suis un outil au service des territoires. Alors ça, c'est très clair. On travaille avec des communautés, qu'elles soient à gauche, qu'elles soient au centre, qu'elles soient à droite. La couleur politique n'est pas du tout la boussole. Ce qui est la boussole, c'est est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce projet? Est-ce que ça bénéficie aux acteurs économiques du territoire? Je rappelle qu'en Meurthe-et-Moselle, on a 24 000 entreprises, 22 000 ont moins de 10 salariés. Alors, je peux vous dire que les 22 000 patrons de moins de 10 salariés, la couleur gauche, droite, machin, etc., c'est pas leur problème. C'est il faut que je signe des contrats, il faut que j'embauche, il faut que je fasse les payes, c'est ça leur quotidien. Donc nous, on est au service. Donc moi, je me permets d'être ce qu'on appelle un influenceur. Et monsieur le maire, monsieur le président, votre projet là, vous êtes sûr que bon, voilà, d'accord, mais vous prenez la décision finale, mais moi je vous conseille. Je peux être un accompagnateur par rapport à un projet, par exemple, on l'a vu dans les centres-villes, par exemple, quand on a eu des développeurs de centres-villes, on accompagne des choses. On est là, et puis on peut être aussi carrément un opérateur. Quand je fais de la formation, c'est nous qui la faisons, les 1400 contrats d'apprentissage, les 1000 jeunes qu'on sort de l'ornière par an avec l'école de la deuxième chance, etc. Donc il y a ces trois niveaux-là, mais il faut qu'on reste à notre place. Et je pense qu'on l'a réussi, ça, et qu'on a transformé la Chambre, où aujourd'hui, moi j'avais entendu beaucoup de critiques sur le modèle qu'on mettait en place il y a 10 ans, et aujourd'hui tout le monde est là en se disant, ben oui, non, c'est ces modèles-là qu'il fallait mettre en place, quoi, et qu'il faut faire perdurer. Alors, vous parlez d'être opérateur, vous êtes aussi opérateur de port, enfin, et vous aviez souhaité participer pour être opérateur des ports de Lorraine. Donc il y avait ce fameux épisode, cette passe d'armes avec le maire de Metz. Est-ce que ça reste un échec dans votre dernier mandat? Est-ce que vous avez de l'amertume? Je ne parle pas vis-à-vis de l'homme, hein, pas vis-à-vis du maire de Metz, mais vis-à-vis du projet. Ah ben, je pense que c'est un acte manqué pour la Lorraine, oui. Oui, très clairement, la Chambre de Moselle n'avait pas souhaité se joindre à nous, etc. Alors je pense que là, on était dans une logique vraiment de développement partagé. Vous savez, il y a une question moi, qui me taraude depuis 15 ans, c'est si vous regardez un président de métropole, ou un président de région, ou de département, etc., quels sont ces effets de levier économique? Les transports, délégation de services publics. L'énergie, délégation de services publics. Les parkings, délégation de services publics. Les déchets, délégation de services publics. L'eau, délégation de services publics, etc., etc. Il reste quoi comme effet de levier quand vous êtes à la tête au niveau politique? Et moi, je milite pour que dans nos territoires, justement, l'outil consulaire, qui est l'émanation des chefs d'entreprise du territoire, d'accord? Il doit pouvoir, sur un certain nombre de dossiers clés comme ça, fédérer, puisque justement, sur les ports, par exemple, à partir du moment où c'est le monde consulaire qui a la majorité 51 et qui fait venir des acteurs privés au capital, il n'y a pas d'acteur privé qui a la prééminence et qui d'un seul coup prend une espèce de monopole et fait les tarifs qu'il veut, etc. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile de renégocier dans le cadre d'une délégation de service avec un outil consulaire qui est composé des acteurs de terrain pour aller travailler ensemble en confiance et en délégation, justement. Donc chaque fois qu'on met pas le corps intermédiaire consulaire dans ces petits objets, gérer un aéroport, gérer la plateforme multimodale, gérer un bout de marché de centre-ville, ou etc.,
je pense qu'on rate une équation, parce que c'est forcément un acteur national qui va se positionner. Mais l'acteur national, à un moment donné, il est souvent même international, et il a une équation qui n'est pas tout à fait celle du territoire. Et moi, je voudrais qu'on mixe, en fait, le retour aux coopératives d'antan, où c'était des acteurs locaux, des patrons de chefs d'entreprise qui étaient souvent aux rênes d'entreprise, qu'on mixe ces éléments-là pour garder capacité de maîtriser notre destin. Donc là, nous, sur les ports, on ne va pas recompétitionner, il y a un nouvel appel d'offres qui est en cours. Non, moi je pense que la page est tournée. Il y avait une belle opportunité là de rassembler 7 ports. De même qu'il y a une opportunité sur les 3 aérodromes, Épinal, Nancy-Essé et Louvigny. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 3 équipes différentes. Dommage, parce que là, il y a aussi... Alors là, vous attendez quelque chose, justement? Moi, ça fait plusieurs années que je fais des appels du pied en disant, il y a une petite équipe ici qu'on a repris il y a 7-8 ans et qui marche du feu de Dieu et qui fait de l'aviation d'affaires. Quid de l'avenir à Épinal, quid de l'avenir Metz-Nancy-Lorraine, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion si on l'aura à mener. Il y en a une sur les aérodromes, il y en a une sur les ports, il y en a une certainement sur les grands équipements d'infrastructures. Moi, j'avais milité à un moment donné pour que Metz prenne tous les aspects plutôt de Foire Expo, etc., et que Nancy, plus universitaire, puisse être plutôt dans les congrès. Là, chacun maintenant a son outil de congrès, chacun a son outil d'exposition, etc. Là, ça veut dire quoi pour l'aéroport? Que potentiellement, la Chambre pourrait être candidate à la gestion de l'aéroport régional? Candidate, je ne sais pas, mais je pense qu'on a certainement un rôle à jouer en tant qu'acteur corps intermédiaire indépendant, piloté par des entrepreneurs de la région. Et ça aurait été encore plus facile si on avait été jusqu'au bout de cette Chambre Lorraine qu'on avait portée il y a 4-5 ans et que la Moselle a refusé. Aujourd'hui, l'Alsace a réussi à le faire. Ils sont en tête de gondole. Nous, il y a les Vosges, il y a Meurthe-et-Moselle, il y a Moselle, il y a Meuse-Haute-Marne. Je pense qu'il y a des actes comme ça qu'on a manqué en Lorraine et qui, dans la compétition internationale, faut pas en manquer trop des actes manqués, parce que c'est comme dans le sport, à un moment donné, vous êtes déclassé, quoi. Il y a la place pour vous pour un aéroport régional avec notamment coincé, j'allais dire. Alors, vous savez, situé entre Strasbourg et Luxembourg. Alors, là, ma réflexion personnelle aujourd'hui, et je vais emmener la Chambre sur un mot-clé, d'accord, une nouvelle baseline, accompagnateur de territoires résilients. Je pense qu'aujourd'hui, dans les réflexions qu'on doit tous mener, il y a bien sûr l'équation économique. C'est sûr, on a une équation en perte, ça ne peut pas durer éternellement. Mais il faut quand même qu'on se pose la question de la résilience de nos territoires, en ayant une vision de gestion du risque beaucoup plus affinée qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vient de vivre au cours des 5 dernières années? La crise du Covid, comment ça, il n'y a plus de masques? Comment ça, il n'y a pas de médicaments? Comment ça, on est 5e puissance mondiale et la guerre en Ukraine, comment ça, il n'y a plus de carrelage? Comment ça, il n'y a plus de colle? Comment ça, il n'y a plus de ça, etc. Comment ça, il n'y a plus d'alimentation? Et donc, la vraie logique de se dire vis-à-vis de nos forces de production, et j'étais dans le Lunévillois, on travaillait là-dessus il y a un mois avec le président de la Comcom. Est-ce que ton territoire, il est résilient au niveau énergétique si demain ça va mal? T'assures la production énergétique, électricité, t'es résilient en termes d'alimentation? Si jamais on a, avec les dérivés climatiques, une vraie grave mauvaise saison, là, on est sûr que dans les frigos européens, non, il y a quelques jours de lait, quelques jours de... T'es résilient au niveau mobilité? Si jamais il y a une attaque majeure sur le pays et que d'un seul coup, la SNCF est plus capable de transporter plus personne, etc. T'es résilient sur l'accompagnement de la vie et toutes les personnes âgées aujourd'hui au niveau des soins médicaux, les hôpitaux, comment tu fais, etc. Et quand on se repose cette question-là et qu'on aborde un outil comme une infrastructure aéroportuaire comme Louvigny, mais il se passe quoi le jour où il y a un bug au Luxembourg? Délestage des avions, etc. Il y a un grand conflit généralisé, là. Tout le monde était persuadé que la démocratie, plus l'effondrement de l'Est, plus la bombe nucléaire, c'était la fin de l'histoire. Là, on nous reparle de guerre conventionnelle, de peut-être recréer le service militaire. On se dit, oui, mais en cas de conflit comme ça, on a un aéroport là qui a une piste qui peut accueillir tous les avions du monde. Il y a 30 hectares de zones économiquement viables, d'accord? Mais moi, je pense que c'est une opportunité. C'est une opportunité. Alors non, si elle coûte 10 millions d'euros par an, il faut s'interroger. Mais si elle coûte, quand je présidais le Gigal il y a 10 ans, avant qu'il soit dissous, parce que la région Lorraine l'avait repris, l'aéroport il coûtait moins d'1 million d'euros. Parce que le Gigal, ça rassemblait l'ensemble des chambres consulaires. L'ensemble des chambres consulaires. Et on gérait à mi-temps, en fait, un coup la Moselle, un coup la Meurthe-et-Moselle, par période de 3 ans. Moi, je pense qu'on a un superbe outil là. Il y a certainement une vraie question à se dire,
quel investissement on alloue pour le fonctionnement, quelle est sa vraie stratégie, comment on peut mutualiser avec des services Pinal, Nancy, Metz, et comment peut-être préserver un outil qui, aujourd'hui, ouais, c'est peut-être un peu compliqué, mais dans 15 ans, on va se dire, heureusement qu'on l'a pas supprimé. Regardez le retour en arrière qu'on fait aujourd'hui sur toutes les voies ferrées. On recrée toutes les voies ferrées qu'on avait arrachées, etc. Donc il faut arriver à conjuguer le temps court et le temps long. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur le temps long, il faut que la France se réarme dans beaucoup de domaines pour garantir qu'on a des territoires résilients et que demain, si ça tourne mal, les gens puissent se chauffer, puissent s'éclairer, puissent se nourrir, puissent se déplacer, puissent se soigner de façon sérieuse, quoi. Et donc, c'est une nouvelle lecture. Jusqu'à présent, on l'a pas abordé comme ça. Mais certainement que l'économie mondiale, à travers le domaine de la banque, de l'assurance, va devoir intégrer aujourd'hui ces modèles-là, quoi. Et que l'équation de dire je ne qualifie la performance d'une entreprise que sur son résultat net, c'est certainement insuffisant. Et on le voit bien avec le RSE qui arrive aujourd'hui. Hein, le RSE amène des indicateurs nouveaux en disant mais attendez, cette entreprise, elle fait de l'insertion professionnelle, elle va sur des marchés, elle s'occupe des gens, quoi. Bah, ça vaut peut-être le coup, quoi. Alors que celle-là est très robotisée, finalement, elle gère que des machines. Est-ce qu'on paye le même niveau d'impôt? Est-ce qu'on est coté de la même façon? Celle-ci rejette ce qu'elle veut comme CO2, celle-ci fait très attention. Et regardez l'innovation qu'il y a aujourd'hui dans l'industrie, c'est impressionnant, quoi. Tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Et qu'on tisse dans nos territoires des réseaux résilients avec des chefs d'entreprise encore actionnaires de leur entreprise, avec des banquiers de territoire, etc. Et qu'on redonne une vraie capacité d'action aux décideurs locaux, c'est-à-dire qu'on redécentralise une bonne fois pour toutes beaucoup de choses. Ça me paraît fondamental. Alors, le travail au réseau, c'est ce que vous essayez d'insuffler aussi avec le cercle Lyoté que vous avez créé récemment. Je suis content que vous l'abordiez parce qu'effectivement, le cercle Lyoté, il naît tout simplement du travail de Lyoté, qui est membre perpétuel de la Chambre. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? De dire, on va réunir les 250 patrons qui dépassent 100 salariés, les 10 parlementaires, les 10 grands commis de l'État avec l'autorité du préfet, les grands patrons de service, les 15 présidents de fédérations économiques, les bâtiments, les syndicats patronaux, les grands organismes type le président de l'université, du CHU, etc., quelques organismes comme ça, et les présidents des communautés de communes, et les maires de plus de 7 ou 000 habitants. Ça fait en gros 350 décideurs. Mais c'est juste fondamental qu'ils se retrouvent au moins 2 fois par an, qu'ils se connaissent. Parce que quand il va falloir faire des projets, s'ils se font confiance, parce qu'ils se sont rencontrés, peut-être qu'on va prendre des décisions partagées, intelligentes, en 3 mois au lieu de 2 ans. On va pouvoir instruire des vraies visions où on a plus de chances de gagner ensemble. Et ça, c'est fondamental pour garantir la valeur ajoutée de nos territoires. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître, plus de 30 ans, nos territoires comme la Meurthe-et-Moselle, mais il faudrait qu'on calcule, qu'on ait la sagesse de calculer le PIB qui s'en fait au Luxembourg, par exemple, depuis 20 ans. Enfin, les 100 000 travailleurs transfrontaliers, et qui c'est qui a renvoyé le retour de richesse sur leur formation, leur santé, leur habitat, etc. Il y a quand même des équations qui n'y sont pas. Il va bien falloir qu'on réintroduise. Et je pense que porter le débat à ce niveau-là, dans un groupe comme Lyoté, ça redonne une visibilité à ce que c'est qu'un décideur. Donc l'objectif, c'est, donc vous l'avez évoqué, mais la manière, c'est quoi? Donc vous avez déjà réuni 1 fois, 2 fois première réunion de lancement, ouais. La deuxième qui aura lieu le 10 juin à la préfecture, on va leur donner le résultat de l'étude en fait qu'on a fait avec eux, d'accord, pour maintenant rentrer dans une démarche un peu plus construite et un type d'exemple tout simple, eh bien à table, ça dure pas longtemps, ça dure un petit apéritif puis on se met à table, et à table on tire au sort l'emplacement des gens. Pour être sûr qu'à sur une table, il va y avoir 3 patrons, un parlementaire, un ou 2 présidents de Comcom. Ben oui, parce qu'on est tous pareils. Les chefs vont se mettre ensemble, ils se connaissent, voilà, ils se voient 2 fois par an. Non, là, l'objectif, c'est justement, moi qui suis passionné par la multi-activité, par les ponts, puisque j'étais un pont pendant 30 ans entre le monde politique, le monde philanthropique et le monde économique, je pense que la valeur ajoutée, elle est là. Elle est là. Bien comprendre l'autre pour... vous savez, quand j'avais été frappé il y a 20 ans, j'étais allé en Chine, et il y a un ministre chinois qui m'avait dit vous savez, il faut qu'on se revoie. Parce que de la rencontre va naître la connaissance. De la connaissance va naître la compréhension. De la compréhension va naître l'amitié. Et l'amitié va faire naître le business.
Ouais. Vous imaginez la démarche dans laquelle le Chinois s'inscrivait, il faut du temps. Il faut se faire confiance. Et le cercle Lyoté, ça va être ça. Alors vous parliez de pont entre le monde économique et le monde politique, donc voilà, vous l'avez dit, vous aviez ce rôle-là. Vous pourriez, vous l'avez encore, mais vous pourriez revenir à un rôle plus actif dans la société civile, dans la politique. Alors vous l'avez dit, il y a des périodes de 3 fois 10 ans. Ouais. Là, 60-70, ça va être la 4e période. Alors j'ai un vieil adage aussi qui dit qu'il y a 4 périodes dans la vie. Il y a la première de 0 à 20 qui fait il faut apprendre à faire. Hein. De 20 à 40, il faut faire. De 40 à 60, il faut faire. Et puis de 60 à 80, il faut laisser faire. Ah, d'accord, intéressant. Alors on va dire qu'aujourd'hui avec En théorie, c'est laisser faire. en théorie, c'est laisser faire. Ceci dit, maintenant les progrès de l'humanité, les sciences font que à 65, 70 ans, les gens sont encore en parfaite santé, etc. Mais ceci dit, il ne faut pas mélanger sa santé et le fait qu'on croit qu'on a toujours tous 20 ans, ce qui est une vraie hérésie, ça. On n'a pas 20 ans. Il suffit de regarder la musique que les jeunes écoutent, ce qu'ils lisent, comment ils travaillent pour voir que, voilà, c'est plus le cas. Donc, on a l'impression on a un certain recul, où on peut faire les analyses, pas forcément plus meilleur d'ailleurs que la jeune génération. Donc, il faut qu'on soit actif, mais actif à notre place. Donc, je pense plutôt influenceur, des choses comme ça, et pas s'accrocher forcément à des activités ou à un mandat, oui, à une logique de pouvoir, etc. Moi, j'avais prévu de faire 2 mandats à la Chambre, mais le Covid a bousculé un peu ça, donc on fait le 3e. Ma préoccupation de demain, par exemple, c'est de me dire, mais il y a une vraie crise du bénévolat aujourd'hui, de l'engagement. Pas une crise de la jeunesse, c'est une crise aujourd'hui. Si demain, cette institution, dans 1 an et demi, il doit y avoir 50 chefs d'entreprise bénévoles. C'est-à-dire que vous constatez cette crise du bénévolat, y compris dans le milieu consulaire. Quand je discute avec tous les organismes professionnels aujourd'hui, c'est d'une complexité inouïe de pouvoir trouver des hommes et des femmes dans leur entreprise qui peuvent dégager une demi-journée ou une journée par semaine. Très compliqué. On parle toujours, quand on parle de bénévolat, on parle d'associations, on parle sous sportives, sociales, etc. Mais dans les milieux aujourd'hui économiques et professionnels, c'est une vraie complexité. Les gens, à travers le RSE, par exemple, il y a des groupes aujourd'hui qui vont mettre des heures de travail disponibles aux salariés pour qu'ils fassent un certain nombre d'actions. Mais on voit bien que ça a changé dans le sens où les gens s'engagent, mais en mode projet, sur une période beaucoup plus courte et avec du sens et éventuellement un objectif, voilà, à court terme. Les grands engagements, de dire je m'engage pendant 6, 7 ans ou 10 ans, alors certains au secours catholique, d'autres dans le sport, d'autres dans le milieu consulaire ou en politique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut qu'on intègre ça. Donc ça veut dire comment la génération de ceux qui sont censés partir en retraite quand ils ont 63, 64 ans va continuer cet engagement-là, sous quelle forme, comment ils vont s'investir, peut-être pas forcément dans l'emploi sonnant et trébuchant à temps plein, mais comment ils vont monter ça en termes d'activité. Ça, c'est important. Donc moi, mon moteur d'entrepreneur, il a aujourd'hui plusieurs orientations. Je vais rester dans un triptyque quand même, parce que ce triptyque est essentiel. Vous ne pouvez pas vous éloigner éternellement de la politique, vous ne pouvez pas vous éloigner du monde économique, vous ne pouvez pas vous éloigner des philanthropiques. Si vous concentrez uniquement sur un de ces sujets-là, je pense que vous perdez, ou alors il faut avoir vraiment une équipe qui complète ça tout autour de vous. Là, j'ai un projet qui me taraude, sur lequel je commence à réfléchir, et je veux regarder de plus près la lutte contre la pauvreté. D'accord ? C'est pas normal qu'on en soit là, et c'est une bombe à retardement. Et quand je parle de pauvreté, pour moi, 7,5 de taux de chômage, c'est une illustration sous un autre prisme de la pauvreté. Pauvreté culturelle, pauvreté de formation, pauvreté en termes de mobilité, pauvreté matérielle, pauvreté même peut-être familiale, voilà, famille c'est pas possible, quoi. C'est structurel aujourd'hui dans ce pays. On peut pas rester avec 10 millions de pauvres. Comment on trouve les gens demain enthousiastes dans les entreprises pour développer? Et donc il faut s'occuper de ça. Et le seul endroit aujourd'hui où je pense qu'il y a capacité à développer des projets, à fédérer les hommes et les femmes, à garder une logique d'optimisme et de défi, ça reste le monde de l'entreprise. Ça reste le monde de l'entreprise. Peut-être même plus encore dans la PME, PMI que dans le grand groupe qui aujourd'hui est devenu tellement monstrueux, international, etc., qu'il est même un peu désincarné par moment.
Et que le vrai challenge pour nous, notre territoire, c'est certainement de passer de la TPE et la PME à l'étage un peu au-dessus de cette entreprise familiale, cette ETI, ETI ouais. avec des entrepreneurs effectivement qui arrivent à passer à 100, 200, 300, 400 salariés et que le microcosme territorial puisse les accoucher, les accompagner. Parce que ça a du sens, parce qu'un entrepreneur qui est enraciné dans son territoire, ça crée de belles histoires. Il y en a quelques-unes, mais quand je compare par rapport à l'écosystème italien, à l'écosystème allemand par exemple, mais on est ridicule à côté. Ils ont vraiment de belles ETI installées quoi, depuis 80, 100 ans, 120 ans, c'est pas rare. Là, hier, il y avait Saint-Hubert, 120 ans. C'est vraiment intéressant. C'est pas une ETI parce que c'est plus la famille, mais déjà ça, c'est remarquable, d'accord. On a quelque chose. Alors moi, je dis ça en étant multirécidiviste entrepreneur tous les 10 ans, mais il faut vraiment les deux. Et aujourd'hui, ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Comment faire que la France puisse accompagner? Et ça suppose des réformes. Je disais tout à l'heure, 80% de notre destinée, elle appartient quand même aux législateurs. Bah oui, quand au bout de 10 collaborateurs ou 50 salariés, vous avez une chape de plomb réglementaire, sociale, qui vous tombe dessus, quand vous avez une complexité fiscale et du réglementaire, faites une fiche de paye aujourd'hui, quoi. Et vous discutez de ça, j'imagine, avec les parlementaires locaux. Enfin, c'est un sujet. Oui, mais c'est bien le problème. Regardez, tous les gens compétents qui se sont depuis 15 ou 20 ans engagés sur la voie de la simplification, ouais. Ils ont tous jeté l'éponge. On est bien d'accord. Hein, j'en mets une, j'en sors deux, je fais une nouvelle loi, j'en sors deux. Échec complet. Je pense que la simplification du modèle aujourd'hui, elle dépasse la complexité même du système. Il faudrait que des générations de gens très brillants s'attachent à ce problème-là. Et paradoxalement, je pense que c'est en simplifiant ça qu'on va retrouver de l'énergie, de la souplesse et de l'agilité. C'est ça qui nous manque. Hein. La cybersécurité ce matin, c'est une démonstration en moins de 9 mois, grâce à Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, Pascal Caumont, moi au niveau de la Chambre, l'Agence de développement économique de la métropole. En 9 mois, à partir de rien, il y a un bâtiment, ça y est, il y a une association, il y a déjà 1000 mètres carrés, des startups qui arrivent, etc. La voie conventionnelle, ça aurait été 3, 4 ans, ça ne sort pas. Alors justement, ça me fait penser, vous parlez de bâtiments et de projets. Il y a un gros projet porté par la Chambre, c'est comme le campus. Absolument. On va expliquer un peu, en dire quelques mots. On va conforter un de nos points forts, hein, vous avez bien compris que la structure de la Chambre, c'était sur ces 3 piliers-là. Là, aujourd'hui, la formation est pour moi fondamentale. Enfin, on va tordre le cou à cette idée de 80% d'une classe d'âge au bac, c'est le nirvana. Hein. On aperçoit qu'on est encore parti là sur une voie... On en a 4 comme ça, hein, les 35 heures, 80% d'une classe d'âge, le principe de précaution et le quoi qu'il en coûte. Ah, vous mettez les 4 dans le même shaker et puis vous voyez ce que ça donne, quoi. Là, 1400 contrats d'apprentissage. L'apprentissage se développe maintenant de façon vraiment remarquable. Donc, on va rassembler toutes les équipes. On va investir 15 millions d'euros, effectivement, pour doter Nancy d'un véritable outil de formation consulaire de premier plan, très pratico-pratique, en lien directement avec les entreprises, pour tordre le cou à ces formations classiques aujourd'hui qui sont décalées. On n'envoie plus quelqu'un pendant 2 ans en formation théorique, en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, pour ensuite le ramener dans l'entreprise. Il faut que ce soit beaucoup plus interactif. Parce que le cursus de formation que vous avez défini à l'année 1, mais à l'année 3, l'entreprise vous dit déjà, attends, c'est plus ça trop que j'attends. L'intelligence artificielle est arrivée, les nouvelles technologies. Donc, et même pour l'entreprise, ça peut l'aider à progresser, d'avoir ces petits allers-retours. Alors, il faut pas faire ça pour toutes les formations, j'en conviens. Mais qu'on récupère le retard qu'on a accumulé dans ce domaine-là, qu'on ouvre la porte et qu'on facilite ce décollage vraiment réussi de l'apprentissage et surtout de ne pas perdre de jeunes à 15-16 ans aujourd'hui. Hein. Les chiffres sont quand même alarmants. On nous dit qu'il y a 100 000 jeunes entre 14 et 16 ans qui ont disparu des radars. Ils sont plus à l'école, ils sont pas au boulot. Les décrocheurs. Les décrocheurs, on ne sait pas où ils sont. Vous imaginez ça? Alors vous mettez en plus tous les problèmes un peu de trafic, etc., où le gamin, vous le prenez à 16-17 ans, il vous explique juste, c'est une réalité aussi ça, il explique juste que, bah oui, mais il gagne 3 fois plus en faisant le guet ou en étant dans des chemins obscurs. On peut pas laisser la jeunesse à la dérive. Mais ça va donner quoi quand les jeunes ils vont avoir 25 ans? Au RSA. Donc on invente là des modules, RSA adultes par exemple, qu'on propose au département. On a plein d'idées. Il faut qu'on les mette en œuvre.
sous forme pilote. Et pour ça, moi, j'attends à ce que l'État, justement, décentralise la capacité à faire des projets pilotes et à venir les mesurer au bout de 2-3 ans. Et vous verrez que si on arrive à faire ça, moi, je crois qu'il y a une capacité de résilience et de développement dans les territoires qui est folle. Regardez, pendant le Covid, les entreprises, en 3 semaines, se sont toutes réorganisées pour pouvoir continuer à travailler. C'était juste extraordinaire. Et on a manqué de rien, en fait. Donc, il faut faire confiance aux hommes et aux femmes sur le terrain et descendre le niveau de décision au plus près de là où se pose le problème. Puis, quand on n'y arrive pas, on le remonte alors qu'en fait, on a renversé un peu l'équation. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter le problème quand on n'arrivait pas à le traiter au niveau départemental, on a considéré que tous les problèmes devaient se traiter au niveau supérieur et on descend le mode applicatif. Ah non, ça peut pas marcher. Ça. Alors vous parliez tout à l'heure de ponts, de société civile, enfin et de politique. Justement, une des actualités récentes en Meurthe-et-Moselle, en tout cas du point de vue politique, c'est la décision de l'ancienne ministre Carole Grandjean, députée, de mettre fin à son mandat de député pour retourner dans le privé, DRH du groupe Etam. Quel est votre regard sur ce parcours et sur cette décision ? Il illustre assez bien ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont une notion de l'engagement, qui n'est pas un engagement à vie, qui est un engagement en mode projet, sur une durée déterminée, qui fait du sens, qui est un engagement qui permet de redonner ce qu'on a reçu aussi à un moment donné. Si je prends l'exemple de Carole, je pense qu'elle a fait plutôt un bon travail là où elle était. Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, ni ce qui s'est passé au niveau du gouvernement, mais peut-être qu'elle aurait aimé poursuivre encore un peu pour terminer sa mission, parce qu'elle n'avait pas fini tout ce qu'elle avait entrepris. Ça peut pas se faire. À un moment donné, on recompose, on refait sa direction. S'engager en politique, c'est quand même très éprouvant. C'est une vraie vocation. Votre vie de famille, elle est quand même... moi, je sais ce que j'en parle. À force de faire les 3 métiers, vous êtes obligé de faire des choix. Et là, elle a un retour peut-être à une vie familiale mieux maîtrisée. Elle va faire rebénéficier un grand groupe de ses compétences qu'elle avait déjà auparavant, mais qu'elle a encore approfondies avec le... Moi, ces allers-retours-là, au contraire, on devrait les encourager. J'avais fait un calcul il y a 15 ans en me disant si tous les conseils régionaux, départementaux et métropolitains étaient composés de 20 à 25% de gens de la société civile, c'est-à-dire véritablement cadres ou dirigeants d'entreprise. Pas fonctionnaires, par exemple. Ils sont déjà à 90% issus de la fonction publique. C'est pour ça que je voilà. On fait ça et on propose aux entreprises en fait d'exonérer de charges ces gens qui vont faire ça pendant 5 ans, à condition que l'entreprise reprenne cette personne, lui paye une formation pour qu'il puisse avancer. Parce que sinon, quand vous finissez votre mandat de député, ça fait 2 mandats que vous avez fait de député. Votre métier d'origine, vous l'avez. C'est travailler le statut de l'élu, justement. J'avais fait un petit calcul rapide et en fait, c'était vraiment marginal par rapport à l'intérêt qu'il y aurait dans toutes les collectivités d'avoir un quart venu de l'entreprise. Et ce quart-là, quand il repart dans le monde de l'entreprise, il a aussi une ouverture complète. Parce qu'il n'est pas seulement dans son business model, quoi. Il a entendu parler de plein d'autres choses et il peut remettre l'entreprise comme étant effectivement un acteur de territoire beaucoup plus riche. On a beaucoup de mal en France. On rejoue toujours la guerre des classes, on rejoue la lutte des classes, on rejoue toujours un petit peu les anathèmes. Et puis parfois, il y a des greffes, j'allais dire, qui ne prennent pas. Des personnalités issues de la société civile, oui, c'est compliqué. De l'entreprise qui se plantent, il faut le dire, voilà, qui n'ont pas les codes ou qui se ramassent. Il y a des choses un peu... La réussite financière est un vrai frein pour aller en politique. D'accord ? Vous voyez, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le législateur demande à rendre public le patrimoine de tous les élus, qui demande une déclaration, que ce soit dans le coffre du Conseil d'État, et qu'en cas de problème, on ressorte le truc, et que des juristes, et que des juges, et que des inspecteurs puissent y avoir accès. S'il y a problème, pas de problème. Mais là, vous demandez à tout un chacun, dans la vie politique, de s'engager, il faut qu'il mette sur la table tout son patrimoine, toutes ses affaires de famille, plus blanc que blanc. La moindre petite erreur qu'on peut faire dans la vie, etc., c'est rédhibitoire. Là, on demande beaucoup trop aujourd'hui à la classe politique. Très clairement. Ce qui m'inquiète, c'est que, oui, mais dans ces conditions-là, les meilleurs vont pas y aller. Les gens vraiment compétents qui pourraient changer le pays vont pas y aller. Mais alors, c'est tout qui baisse alors. Et on le voit aujourd'hui dans la vie politique. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une complexité parlementaire et une espèce de mouvement brownien aujourd'hui. Enfin, c'est assez inquiétant. Quand on voit les défis qu'il y a surmontés, on a plutôt intérêt à avoir la tête froide, à pouvoir travailler ensemble, à pouvoir construire.
et de mettre un peu ces idéologies un peu au placard pour vraiment pousser ce qui marche ou ce qui marche pas, quoi, en étant plus pragmatique. Pour terminer l'émission, vous avez commencé, on a évoqué votre carrière, les différentes phases, effectivement. Vous êtes plutôt dans le laisser-faire, donc l'entrepreneuriat, mais différemment avec la philanthropie. Si vous aviez quelques années de moins, si aujourd'hui vous étiez jeune entrepreneur, vers quelle direction vous orienteriez? Vous avez évoqué l'IA, enfin l'intelligence artificielle. Tous les métiers sont. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer là aujourd'hui? Disons là, si j'avais plus de temps, si j'avais 20 ans de moins, ou peut-être pas une histoire d'âge, parce que vous l'avez dit, vous êtes entrepreneur dans l'âme, vous l'avez dans les tripes, donc c'est peut-être pas un sujet d'âge. Mais quels sont les thèmes aujourd'hui qui vous feraient vibrer pour essayer d'être précurseur comme vous l'avez été? Alors, il y a 30 ans, j'étais précurseur sur une nouvelle technologie. Ça allait changer un peu le monde. Effectivement, ça l'a beaucoup changé, hein, l'Internet, etc. Mais globalement, tout le reste n'a pas changé. La façon de voir mes amis, de voir ma famille, de me déplacer, de manger, de m'amuser, de partir en vacances, elle n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que je prends mon iPhone, et là je suis devenu complètement addict, d'accord? Et toutes les 5 minutes, si j'ai pas un mail qui arrive, j'ai l'impression que le monde s'est arrêté, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Là, vous avez été sage, hein, vous n'avez pas consulté. Oui, là, vous imaginez, grâce à vous, j'ai passé 1 heure sans consulter. Je pense que demain, le secteur qui va effectivement ébranler l'ensemble des métiers, qui va nous apporter des solutions à partir du moment où on a toujours, George Orwell, une bonne volonté pour utiliser les technologies et qu'on ne soit pas complètement à côté de la plaque. Je pense qu'effectivement, le schéma de l'intelligence artificielle va toucher tous les métiers. Vous pouvez vous engager dans l'industrie, vous pouvez vous engager dans la biotech, dans la chimie, dans la banque, il y a plein de métiers très intéressants. Mais celui qui va révolutionner tous les métiers, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Demain, le robot qui va tenir compagnie à une personne âgée et qui va faire comme si elle avait une personne humaine à ses côtés et qui va lui faire énormément de services, etc., ça va être un moteur d'IA. Au même titre que ce même moteur va vous régler vos appareils photo, va aider le chirurgien à programmer le truc, va aider l'industrie. Là, j'avoue que je pense que là, c'est certainement la plus grosse révolution depuis celle que Einstein nous a amenée avec la mécanique quantique. Ça vous donne envie là, je pense que toujours, technologie, nature, culture. Mais c'est sûr que demain, dans les 10 ans qui arrivent, là, les prochains projets que je vais pousser vont intégrer ça, mais dès le début. C'est-à-dire, en fait, si je dois partir d'une feuille blanche, je repartirai d'une feuille blanche où la première composante va être d'intégrer tout de suite cette technologie. Alors que là, les métiers traditionnels vont devoir courir après l'IA pour se dire comment je vais me transformer avec l'outil. On est obligé de l'intégrer. Oui, l'outil de l'intégrer. Ouais. Mais une organisation, vous prenez une grande industrie, une grande banque, etc., changer les hommes, faire l'accompagnement du changement, c'est des process incroyables. Et vous pouvez pas d'un seul coup vous dire à 20% des équipes, non, j'ai plus trop besoin de toi, etc. Je vais tout changer mes procédures. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir y aller par paliers. Les entreprises nouvelles, là, d'ailleurs, je pense que beaucoup de groupes vont certainement faire des spin-offs, c'est repartir, faire des nouvelles entreprises en repartant d'une feuille blanche presque à côté, d'accord, pour faciliter. Ce sera plus simple, sans doute. Mais là, j'avoue que là, je suis vraiment bluffé. Donc, je suis pas encore suffisamment compétent dans le domaine, mais je pense dans les prochaines années, et quand je vous parlais de lutte contre la pauvreté, je vais mettre l'IA dès le début dans le modèle. À contribution pour. Oui, parce qu'aujourd'hui, sortir quelqu'un de là où il est quand ça va pas, c'est pas régler son problème de logement, c'est pas régler son problème de travail, c'est pas régler son problème médical, c'est pas régler son problème psychologique, c'est pas régler son problème de mobilité, c'est régler tous les problèmes en même temps. Et vous le faites comment ça? Parce que vous avez plein de gens qui veulent s'occuper de lui, mais il faut monter des équipes. Il faut savoir ce que les équipes de bénévoles veulent faire. Celui que vous voulez aider, ce dont il a besoin. Donc ça devient très complexe et l'IA peut nous aider, mais à gérer des volumes très importants. Alors que si vous prenez un consultant, un spécialiste dans le social, etc., les journées donc 35 heures, 39 heures, 60 heures pour certains, mais ça prend énormément de temps et vous êtes sur des volumétries trop petites. Or, je pense que pour régler certains problèmes, il faut avoir un effet massification fort tout de suite, dans beaucoup de domaines. Et là, on y va par petites doses homéopathiques et face aux défis auxquels on est confronté, la dose homéopathique, hélas, on n'a plus le temps. Il n'y a plus de croissance, il y a de la dette, il y a du déficit, etc. On n'a plus le temps de faire des petites réformettes. Einstein nous a fait faire une rupture. Très clairement, la mécanique newtonienne, elle a volé en éclats. Et il a amené quelque chose qui a complètement révolutionné le XXe siècle. Je pense que là, on est à un tournant presque anthropologique très important. Il faut travailler.
En tout cas, à Business Class, on reparlera de votre projet dans quelques temps, oui, j'espère. Merci volontiers. François Pélissier d'avoir été notre invité. Merci à la Chambre de nous accompagner dans cette belle aventure qui est Business Class. Là, je remercie une nouvelle fois nos partenaires IDMC, l'Ordre régional des experts comptables et la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Nous vous donnons rendez-vous en avril prochain pour un nouveau numéro. À bientôt.